Eh bien, bienvenue sur le stand de la MNT, où nous allons parler de l'urgence d'une prévoyance universelle dans les collectivités territoriales. Vaste sujet. Et à mes côtés, je vous présente David Échevin, PDG d'Actelior, un cabinet de conseil en assurance. C'est bien ça, David? Exactement. C'est bien. Alors, dites-nous un peu, qui sont vos clients et comment vous travaillez? Alors, nous sommes un cabinet de conseil, donc en assurance, on a fait un choix qui est de travailler uniquement avec des institutionnels, ou quasiment exclusivement. Donc nos clients sont les assureurs, les mutuelles. Pourquoi ce choix? Parce qu'on a toujours voulu éviter les conflits d'intérêts. En fait, être à la fois AMO et conseil des assureurs, c'est toujours un peu compliqué parce que devoir faire un choix entre ses clients n'est pas forcément évident. Donc pour éviter ces pressions-là, on a fait le choix de travailler uniquement donc avec des organismes d'assurance ou des courtiers. Et votre raison d'être, c'est quoi? Notre raison d'être, c'est d'amener l'assurance vers un monde meilleur, quelque part. Donc c'est d'avoir des produits qui soient raisonnables, bien construits, de travailler sur des sujets comme la prévention, je crois qu'on pourra en parler un petit peu, et de construire des offres qui aient vraiment du sens pour les adhérents des mutuelles en général. Et votre cabinet a 25 ans? 25 ans déjà, ouais, 2025, c'est notre 25e anniversaire, donc c'est facile. On a commencé en 2000, ça fait des chiffres ronds. C'est pratique. On est des hommes de maths, donc hommes et femmes de maths, donc ça nous permet toujours de bien compter. Oui, 25 ans, on est 35 entre Lyon et Paris. Et on travaille sur tout ce qui est assurance de personnes, donc la santé, la prévoyance, la fonction publique bien sûr, et puis tout ce qui est emprunteur, retraite, tous les produits connexes. Et j'imagine qu'en 25 ans, il y a eu pas mal d'évolutions et quelques constats aujourd'hui? Alors, on dit souvent que notre meilleur commercial, c'est le régulateur, et je crois qu'on n'a pas eu tort. Les évolutions, nous, la première sur la fonction publique, ça a été en 2011. 2011 où on a été le premier organisme à pouvoir labelliser des contrats donc de santé et de prévoyance pour la fonction publique territoriale. Donc ça a été un premier mouvement et puis ensuite il y a eu toutes les conventions de participation et on a suivi tout ça pendant des années. Et puis depuis maintenant 3-4 ans, on est dans la suite. Donc on a travaillé beaucoup sur la fonction publique d'État, bien sûr, qui a été un grand chamboulement sur les 2 dernières années. Et là, cette année, c'est l'année de la territoriale et je pense que 2026 sera encore plus. Certainement. Et alors, quel constat faites-vous aujourd'hui? Alors, le constat, déjà, la première chose qu'il faut dire et qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de fonction publique et de santé-prévoyance, on a 2 contrats qui sont très différents. On a un contrat de santé que tout le monde a déjà, quelque part. On est pratiquement tous couverts pour la santé. Et il y a un contrat de prévoyance qui, malheureusement, dans la fonction publique, est très méconnu. Quand on regarde ce qui se passe pour un agent de la fonction publique en cas d'arrêt, vous avez une couverture qui peut être plus ou moins bonne, ça dépend de votre métier, mais pendant les 3 premiers mois. Puis ensuite, vous tombez à 50%. Et puis, il y a les questions des primes, il y a énormément d'éléments qui font que vous pouvez tomber à des niveaux de rémunération qui sont extrêmement bas et mettre des agents dans des situations de détresse extrêmement forte. Et du coup, cette activité-là, qui est très méconnue, en fait, en réalité, c'est vraiment le cœur du problème. Et quand on touche à la prévoyance, on va toucher aussi à l'absentéisme, on va toucher à énormément de choses et au bien-être des agents. Et quand on parle agent, on a la catégorie A, ou peut-être qu'on va avoir des gens aisés qui vont pouvoir tenir, mais un agent de catégorie C qui, au bout de 3 mois, perd 50% de son traitement, c'est un vrai problème, quoi, c'est un vrai sujet. Et puis il y a un problème de sous-couverture aussi, j'imagine, cette méconnaissance. Ah, clairement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, on a travaillé sur 2 dispositifs. Donc vous avez des dispositifs de labellisation, où là c'est de l'individuel, c'est purement volontaire. Puis vous avez des dispositifs de convention de participation. Et les conventions de participation, c'est la collectivité donc, qui va souscrire pour le compte de ses agents, mais ça reste, dans 99% des cas, du facultatif. Et donc, les agents qui vont prendre le contrat sont des agents qui vont être informés. Moi-même, j'ai une épouse fonctionnaire qui, pendant des années, ne s'est pas assurée. J'ai honte. Et le jour où elle s'est assurée, c'est le jour où un de ses camarades ou de ses collègues a eu un accident. Il a eu un accident de ski, il a été immobilisé pendant 6 mois. Et lui était assuré, par chance. Et elle a vu
à combien tombait son traitement. Et là, elle a dit, en fait, faut peut-être qu'on y aille, quoi. Ça sert. Ouais. C'est souvent ces événements de vie, quelque part, qui génèrent La prise de conscience. la prise de conscience. C'est un peu comme les garanties obsèques qui sont souvent commercialisées au moment du décès des parents. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de tout ce qui peut nous arriver. De la nécessité. Mais alors pourquoi, à votre avis, c'est pas... Aujourd'hui, on en est là. Pourquoi il y a ce défaut de couverture? Est-ce que c'est un problème de coût? Est-ce que c'est un problème de communication? Il y a un peu de tout derrière. Ça coûte cher. En fait, c'est des risques lourds. Donc, vous savez, dans l'assurance, on a deux types de risques. On a des risques qui sont très fréquents, où là, on peut jouer sur des niveaux de couverture pour baisser ou augmenter le coût. Puis, on a des risques un peu moins fréquents, et c'est le cas de la prévoyance. L'arrêt de travail, c'est fréquent, mais l'arrêt de travail long, c'est pas si fréquent que ça. Le décès, ça l'est encore moins. Mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que c'est un demi-traitement pendant 9 mois, et puis ensuite, ça peut durer pendant 5 ans, on peut avoir une invalidité derrière, etc. Donc ce sont des coûts qui sont très élevés, et ça veut dire que la cotisation, elle est forcément élevée. Et en fait, la grande différence, et c'est assez étonnant, c'est que la grande différence qu'on a entre les salariés du secteur privé et les agents territoriaux, ou la fonction publique en général jusqu'à il y a quelques années, c'est que dans le secteur privé, via les accords de branche, pratiquement, beaucoup de gens sont couverts. Les cadres, c'est obligatoire. Les non-cadres, ça augmente. On parle d'ailleurs d'ANI prévoyance sur les salariés du secteur privé. Et dans la fonction publique, il n'y a jamais rien eu. Pourquoi? Parce que les collectivités n'ont pas forcément l'argent pour ça, pour apporter une aide, là où dans le secteur privé, la moitié est payée par l'employeur. Et puis, il y a un défaut de connaissance et on va toucher à des risques qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, qui ne sont pas quotidiens. Donc, on a toujours l'impression que ça arrive aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous, quelque part. Donc, tous ces éléments-là font que la couverture, elle n'est pas énorme. On a un parallèle qu'on peut faire, c'est les travailleurs non salariés. On a un peu la même chose sur les travailleurs non salariés, ce n'est pas obligatoire. Et donc, le taux de couverture est très faible. Et c'est là que la fonction publique territoriale a quelque part, j'allais dire, été plus maline, c'est peut-être un peu dur, mais a mieux poussé le sujet en travaillant plus sur la prévoyance, là où l'État a travaillé sur la santé. Parce que la prévoyance, c'est là où sont les enjeux, c'est là où on a besoin de mutualisation. Et avoir de l'obligatoire sur la prévoyance, ça a du sens. Alors que sur la santé, ça a du sens aussi, mais comme c'est plus quotidien, les gens vont plus s'assurer. Et qu'est-ce qui va se passer alors justement, selon vous, si on arrive à opérer cette bascule d'un contrat collectif facultatif vers un contrat collectif obligatoire? Vous voulez la vérité? Oui. Il va se passer un grand bordel au début. Qu'on anticipe tous. Qu'on anticipe tous. Pourquoi un grand bordel? La première chose, c'est je vais prendre ma casquette assureur. Je vais passer du facultatif à l'obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai des gens qui souscrivent. Il y en a qui sont sensibles au risque et qui vont souscrire. Il y en a qui souscrivent parce qu'ils sont risqués et donc ils savent qu'ils vont être malades. Et là, le passage à l'obligatoire, ça va étendre la surface. Donc, je vais devoir décider de comment mon risque va évoluer. Donc, la vérité du prix, on ne l'a pas encore. Ça, c'est la première chose. Après, il va y avoir des problèmes de volume. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur la fonction publique d'État, mais les petites mutuelles ont beaucoup souffert, en fait, parce que si je suis petit et je n'ai pas beaucoup de fonds propres, j'ai des volumes qui sont plus gros, il faut des fonds propres pour le couvrir, il y a des risques qui sont plus élevés, et donc ça a généré des alliances, des disparitions de mains, etc. Donc ça, c'est côté assureur. Après, on va regarder côté agent, je vais être couvert, je vais avoir une participation, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais cette participation, elle peut être chère, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que si je mets de l'arrêt de travail, de l'invalidité, ça va aller. Si je mets du décès, des rentes éducation, on peut être hyper créatif, si on veut, et ça peut coûter excessivement cher. Donc selon ce qu'on va mettre dedans, on va voir les questions de prix. Et puis après, il va y avoir la côté collectivité. C'est là où c'est compliqué. Parce que si je prends ma casquette, là, cette fois d'employeur, parce que moi, je vis ça, en fait, quand vous avez un salarié qui est en arrêt, vous êtes responsable quelque part. C'est vous l'intermédiaire entre l'assureur et le salarié. Donc en fait, si la couverture n'est pas bonne, c'est vous qu'on vient voir. Si l'assureur ne paye pas dans les temps, c'est vous qu'on vient voir. Moi, j'ai eu quelqu'un en arrêt il y a peu de temps. Quand l'assureur était en retard, c'est nous qui avons fait le siège de l'assureur. On a de la chance, c'est qu'on les connaît, donc ça va un peu plus vite. Mais on a fait le siège de l'assureur pour avoir l'indemnisation plus vite, pour régler les problèmes. Il y avait des erreurs, on a fait le siège pour les corriger. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que les RH des collectivités
ne sont pas du tout préparés à ça. Et quand on voit, vous avez la fonction publique d'État qui a fait ça sur la santé, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et sur la territoriale, ça risque d'être encore plus compliqué parce qu'on a des équipes plus petites qui auront moins de personnes dédiées à ça. Donc il va y avoir une question de support aux collectivités qui va être extrêmement importante pour les assureurs et aux collectivités d'apprentissage qui va être absolument dingue parce que c'est un nouveau monde en fait. Oui, ça risque d'être un peu le flou au début. Pour les agents aussi. Ça va être flou. Alors pour les agents, peut-être un peu moins parce que c'est une assurance. Et donc, ils vont être couverts, mais ils vont voir sur leur fiche de paye une nouvelle ligne. Une ligne en plus, oui. Voilà, une ligne en plus qui va avoir une déduction, parce qu'il y a une participation. Donc, il y en a certains qui ne vont pas être d'accord. Donc, ils vont dire, moi, je ne veux pas de cette ligne-là. Ben, c'est obligatoire. Donc, on va devoir traiter ces choses-là. Et puis, il va y avoir un flou pour les collectivités, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir apprendre. Et donc, bien choisir son partenaire, quelque part. Parce que selon le partenaire, vous en avez qui ont une présence locale, il y en a qui l'ont moins, il y en a qui sont très digitaux, il y en a qui le sont moins. Ben, en fonction de qui vous n'aurez pas du tout le même support. Et c'est pas évident, en fait. C'est un vrai changement. Vous parliez aussi de l'augmentation des volumes, forcément, de fait, par le nombre, tout simplement. Donc en fait, il y a un enjeu technique, si je comprends bien, derrière. Mais ça va induire aussi une diminution des risques, non ? Pour les assureurs? Alors ça c'est sûr, en fait c'est ce qu'on appelle la mutualisation. Oui. En fait quand on a un contrat obligatoire, on a les bons et les mauvais. Donc c'est plutôt bien parce que les bons vont financer les mauvais et ça s'appelle la mutualisation. C'est plutôt... le principe même. C'est plutôt chouette. Donc forcément on va avoir un meilleur risque et qui sera mieux pilotable. Mais on va devoir le piloter aussi avec la collectivité. Donc aussi les collectivités vont devoir apprendre à gérer, à analyser un compte de résultats, à gérer l'évolution, à gérer les augmentations de tarifs, etc. Ce qui existe aujourd'hui pour celles qui sont en convention de participation, mais un petit peu moins. Là, toutes les collectivités vont être là-dedans, donc on va avoir un risque qui va être meilleur. On ne sait pas encore exactement de combien, mais ça va s'améliorer. Et ça, c'est pour le bien, quelque part, des agents, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt bon signe. Quels sont les impacts? Parce que vous faites le distinguo entre prévoyance et santé. Pour la collectivité, est-ce que vous pouvez approfondir un peu ce sujet sur les impacts pour les collectivités d'un contrat de prévoyance? Est-ce qu'ils sont supérieurs à un contrat de santé? Alors, les deux sont importants. Je ne vais pas faire la bataille santé contre prévoyance. C'est deux choses qui sont très différentes. Dans la santé, vous avez deux choses. Vous avez le risque du quotidien, donc le médecin, le dentiste, etc. Tout ce que vous faites en courant, et puis vous avez le jour où vous avez un problème. Et vous vous rendez compte, quand vous avez des enfants, par exemple, s'ils ont un accident, c'est là que vous vous rendez compte de combien vous êtes réellement remboursé sur votre contrat santé. Et ça peut représenter une charge. Et donc, quand vous avez un problème, vous avez intérêt à être bien couvert. Mais vous avez aussi le quotidien. Et après, si vous avez un vrai, très, très gros problème, il y a le dispositif ALD, ce qui fait que la sécurité sociale va prendre en charge. Et vous avez une part de prise en charge par la Sécu qui est importante. Donc, sur la santé, vous avez un sujet qui est vraiment important, qui est le fait de pouvoir vous soigner au quotidien. Quand vous êtes sur la prévoyance, vous allez toucher à autre chose. Vous allez toucher également à une question, c'est l'absentéisme. En fait, je pense que vous le savez, dans la fonction publique, on a un absentéisme qui est plus élevé que dans le secteur privé. Et notamment sur des arrêts courts. Cette question d'absentéisme, quand on fait de la prévoyance, on va pouvoir gérer déjà des personnes qui sont en arrêt long et donc pouvoir les soutenir. Et ça, c'est plutôt bien. Et on va pouvoir aussi travailler sur la réduction de l'absentéisme parce que c'est un enjeu pour l'assureur, pour la collectivité. Et on va pouvoir travailler sur des actions de type prévention, sur plein de choses qui vont vous permettre d'améliorer aussi le bien-être de vos agents et demain d'être une collectivité qui accompagne, qui couvre, qui protège. Et on se pose souvent la question, est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle de l'employeur? Est-ce que c'est le rôle de la famille, de la mairie? Je ne sais pas. Mais là, c'est un peu le rôle de l'employeur que d'amener un cadre dans lequel ses salariés ou ses agents, dans le cadre de la fonction publique, sont couverts et bénéficient de conditions qui font que s'il y a un pépin, ils ne peuvent pas venir au travail pour des bonnes raisons, eh bien, ils seront couverts. Et derrière, également, travailler via la prévention, on peut faire plein de choses.
qui vont aussi améliorer le bien-être au travail, la manière dont on va travailler, la relation avec les autres, parce qu'il n'y a pas que de la maladie, il y a plein de types de maladies plutôt. Il y a aussi le psy qui est important et qui joue beaucoup. Il y a énormément de choses qu'on peut travailler via l'assurance. Et puis il y a quelque chose dont vous parlez, c'est la prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le curatif, il y a aussi tout ce travail de sensibilisation et de communication à faire en amont. Et ça, les collectivités territoriales doivent accompagner. Alors ça, c'est clair. Alors, il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que sinon, je fais l'après-midi, je vous préviens. Très bien, allez-y. Non, la prévention, c'est un vrai enjeu, et quelque part, c'est l'assurance de demain. C'est-à-dire que l'enjeu, en tout cas, c'est une vision très personnelle, mais l'enjeu de l'assurance, c'est de basculer d'un système curatif vers un système préventif. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez la médecine chinoise, mais en Chine, vous payez votre médecin quand vous êtes en bonne santé, mais si vous êtes malade, vous n'allez pas le payer. Parce qu'en fait, lui, il est là pour que vous soyez en bonne santé. Et c'est un peu absurde, quelque part, de se dire que le médecin, il est là pour juste quand je suis malade. En fait, il devrait m'aider à être en bonne santé, plutôt. Et l'assurance est là que pour indemniser. Nous, on est là, vous êtes malade, on vous indemnise. Mais faisons d'abord en sorte que vous ne soyez pas malade. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cadre où le risque, il augmente. Si vous regardez les prix, tous les ans, on parle de l'augmentation des tarifs en santé. On peut parler de l'augmentation des tarifs en prévoyance. L'absentéisme augmente. La sécurité sociale a du mal à faire face et donc fait des transferts. Et tout ça fait qu'on est sur un risque qui augmente et on est sur un aléa qui est aussi beaucoup plus fort. Et donc pour les assureurs, il est indispensable à un moment de reprendre la main, ne serait-ce que d'un point de vue de survie et du risque. Et à moyen terme, notre enjeu va être de transformer cette relation avec nos adhérents et nos assurés et de les faire basculer vers une relation qui va être une relation de partenariat. Je vais dire, avec moi, tu seras en bonne santé. Et si tu es malade, je serai là pour t'aider. Mais mon premier enjeu, c'est que tu sois en bonne santé. Et de t'accompagner pour que ça dure. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples, justement, vous parlez de la Chine, mais peut-être plus proche de nous, ou alors, de pays qui mettent des choses en place qui sont intéressants? Dans des pays, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on est beaucoup sur les systèmes d'État, et donc on ne va pas rentrer dans les dispositifs des différents pays. Je pourrais prendre juste un exemple pour vous donner un peu la dimension que ça peut prendre. Si vous prenez le système des Pays-Bas, aux Pays-Bas, la santé, c'est un dispositif où vous avez des acteurs qui sont les gestionnaires. Là, ce n'est pas la sécurité sociale qui va gérer vos remboursements, c'est un organisme d'assurance. Cet organisme d'assurance, il a énormément de contraintes. Pas le droit de faire de profit, des tarifs fixés, des conditions de travail fixées, etc. Il a un levier, même ou deux, c'est qu'il a le droit de travailler avec les professionnels de santé. Donc il va pouvoir négocier les prix. Donc je négocie des prix contre du volume, par exemple avec un professionnel. Je lui dis, je te remplis ton agenda de rendez-vous et au lieu d'avoir la consultation à 30 €, je l'ai à 25. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième enjeu qu'ils ont, ou le deuxième levier qu'ils ont, c'est la prévention. Ils ont le droit de faire ces choses-là. Et ça leur permet de gagner un petit peu. C'est là-dessus qu'ils vont faire, entre guillemets, leur marge potentiellement. C'est pas sur la gestion. Donc on a ces enjeux-là et ça trace un peu ce que pourrait être notre métier de demain aussi. Parce que le système qu'on a aujourd'hui, on voit que on a un système un peu à bout de souffle quelque part. Mais on pourrait faire ça en France ? C'est impossible, non, aujourd'hui? Si, on peut l'imaginer. Ça existait. Alors, on a eu un mouvement inverse ces dernières années parce que les mutuelles étudiantes, les mutuelles de retraités avaient ces systèmes-là au premier euro. En fait, quelque part où il y avait la partie sécu qui était gérée par la mutuelle et ensuite la complémentaire. Ça a été réinternalisé complètement par la sécurité sociale. Mais si vous regardez l'exemple des retraites, sur l'Agir Carco et sur les systèmes de retraite, les institutions de prévoyance, ce qu'a fait la sécurité sociale, quelque part, ça a été de dire, on vous fixe des règles, on vous met un cadre, il y a certains acteurs, certains opérateurs qui vont continuer à travailler, mais vous allez travailler dans ce cadre très précis et très fermé. Donc ça existe aussi. Après, des exemples, on en a aussi dans des entreprises, mais ça, j'aime un peu moins. C'est-à-dire qu'on peut avoir, vous avez des grands groupes qui vont, entre guillemets, presque privatiser une partie de la santé, en disant, moi, je vais vous donner accès à tel hôpital, je vais vous donner accès à des dispositifs de prévention, etc., qui vont être en dehors du cadre médical classique.
parce que je veux prendre soin de vous pour des choses comme ça. C'est un peu la mode américaine, en fait, quelque part. Donc ça, on pourrait aussi l'avoir. En fait, la grande question qu'on a au-dessus de nous, c'est est-ce que l'assurance maladie va pouvoir continuer à tenir sur le schéma actuel pendant les 20 prochaines années. Quand on perd, moi si je perds 18,7 milliards d'euros, je ne suis pas sûr qu'on me laisse rejouer l'année d'après. Je pense que mon banquier ne me laissera pas rejouer. Mais donc on est dans cette situation-là, donc on va devoir réinventer des choses. Donc il y a des états généraux de la santé qui ont lieu, qui sont organisés. Il y a plein d'initiatives, mais ça veut dire que les choses vont sans doute bouger dans les prochaines années. Et elles vont sans doute bouger aussi à l'Assemblée nationale si on adopte ce fameux contrat collectif obligatoire. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont déjà en arrêt en ce moment? C'est la grande question. Ça, c'est la grande question. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous êtes déjà en arrêt, les personnes en arrêt ont un coût qui représente à peu près 6 années de cotisation des contrats collectifs qui pourraient être mis en place. C'est-à-dire que si je devais, sur un contrat de 5 ou 6 ans, comme on a fait régulièrement sur les conventions de participation, je devais prendre les gens en arrêt, je doublerais le tarif sur les 5 ou 6 ans. Je demanderais aux actifs de payer le double. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en arrêt, qui sont indemnisés ou pas, puisqu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas indemnisés, et on a un vrai sujet. Donc on peut imaginer le pire. Et moi, le pire, je l'ai vécu au travers d'un de mes clients, il y a une dizaine d'années, où une personne était en arrêt, elle est passée en invalidité. Ils l'ont fait revenir dans la collectivité, oui. En fait, souscrire le contrat et repartir le lendemain. Et donc, si on joue à ça, on fait assurer tout le monde et on fait tomber, en fait, le contrat collectif qui ne sera pas assez cher et on va faire augmenter une inflation de prix qui va être démentielle. Donc, il y a une vraie question de prix. Et cette question de prix, en fait, elle est complètement éludée aujourd'hui par les textes. Elle est complètement éludée par, j'allais dire, pas par la profession, parce qu'on a tous peur, quelque part, mais on l'a en tête, mais on ne sait pas comment le prendre. En fait, pour moi, le seul moyen, ce serait presque d'avoir une taxe qui, pendant 2-3 ans, le finance et qui vienne porter ce travail-là pour refinancer les organismes qui le porteraient. Parce que c'est un prix qui est démentiel. C'est des centaines de millions d'euros qu'on a devant nous pour indemniser ces gens-là pendant leur arrêt, pendant leur invalidité, etc. C'est absolument fou. Après, si on regarde les contrats aujourd'hui, comme on est dans une liberté contractuelle, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que selon comment j'ai rédigé mon contrat, le jour où il y a un contrat collectif qui rentre, je ne sais pas trop qui va prendre en charge, etc. C'est normalement quand c'est collectif, je dois prendre tous les salariés. Donc si je suis invalide, je suis plus salarié, mais si je suis en arrêt de travail, je suis salarié. Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je prends? C'est des dispositifs qui sont réglés aujourd'hui sur le secteur privé. Et où on a la loi E20 qui fait que c'est le précédent d'assureur qui va prendre en charge, etc. C'est pas réglé dans notre cas-là. Et il va falloir à un moment le régler. Donc soit la loi le règle, ce qui n'est pas gagné, soit on essaye des choses, mais c'est pas encore gagné, soit la DSS d'une manière ou d'une autre le réglera, soit c'est nous, organismes d'assurance, qui nous mettrons d'accord à un moment, mais on va devoir se fixer une règle, parce que s'il n'y a pas de règle, il y aurait des gagnants et des perdants au sein de la profession, et ça, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas être dans un monde où les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Et à terme, il va falloir créer un climat de confiance aussi entre les assureurs et les collectivités territoriales. Alors ça, c'est compliqué. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette culture de l'assurance, elle existe assez peu dans les RH, les directions financières. Moi, il m'est arrivé d'accompagner des clients en rendez-vous et d'avoir des gens en face qui me disaient « mais vous avez des fonds propres, donc c'est pas grave si vous perdez de l'argent sur mon contrat ». En fait, ça marche pas comme ça. On est assureur, on n'est pas philanthrope. Si vous regardez les comptes des complémentaires santé ou des acteurs de la prévoyance sur la fonction publique, on ne gagne pas des dizaines et des dizaines de millions. C'est tout juste à l'équilibre, c'est compliqué, c'est une bagarre quotidienne pour équilibrer les comptes. Donc on ne peut pas se permettre de perdre. Et donc, ce climat de confiance, c'est avoir aussi de la transparence, de la pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne. On y arrive
avec les entreprises, on doit y arriver avec les collectivités pour que ça devienne un partenariat. Et si on est sur un partenariat à long terme, on va pouvoir construire des choses. Et ce partenariat à long terme, il est hyper important. Parce que quand on est sur un risque prévoyance, ce n'est pas un risque d'1 an, la prévoyance. On nous a beaucoup interrogé récemment sur la résiliation à tout moment sur la prévoyance collective. Et on dit, mais en fait, c'est absurde. La prévoyance, c'est un risque long. On a besoin d'installer une confiance. Il suffit que sur une petite mairie, que vous ayez une personne invalide 1 an pour que ça vous plombe le compte de résultat pendant 3 ans. Donc si vous n'êtes pas capable de projeter une relation sur le long terme, vous ne serez pas capable de nouer ces partenariats. Donc il faut faire comprendre aux collectivités ce que ça représente, ce que c'est, comment ça fonctionne, être transparent sur... nous aussi, on a un exercice, on n'est pas parfait, hein, on a un exercice sur nos frais à faire, de ne pas coûter trop cher en gestion, d'offrir un bon prix derrière. On a une transparence à avoir sur notre gestion, ce qu'on accepte, ce qu'on refuse, pourquoi on refuse. Et ensuite, une transparence financière sur les résultats, etc. Et par ce biais-là, on pourra créer ce climat de confiance et parvenir à construire quelque chose. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans le monde de l'entreprise, vous avez ces climats de confiance avec beaucoup de grandes entreprises. Une collectivité, c'est comme une grande entreprise. Hein. C'est quelques dizaines, quelques centaines d'agents. Et avec quelques centaines d'agents, vous avez des enjeux qui sont forts, vous aurez beaucoup d'arrêts. Cette relation de confiance, un interlocuteur dédié qui va vous permettre de gérer les cas d'arrêt de travail, les retards d'indemnisation dont je parlais tout à l'heure, etc. Ça va créer un climat et on peut juste appeler de nos souhaits le fait de rentrer dans une démarche long terme en fait, sur cette relation, notamment en prévoyance. En santé aussi, mais la santé est un peu plus simple de ce point de vue-là. Alors en entreprise, vous le disiez, ils l'ont fait. Ouais. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'imagine que toutes ces discussions-là aussi ont eu lieu. Mais elles ont encore lieu. Et elles ont encore lieu. En fait, elles ont encore lieu, elles ont toujours lieu, parce que vous avez des discussions qui ont été longues sur la mise en place. Donc après, ça a fait une trentaine d'années donc qu'on a un certain nombre de textes. Donc ça a été long. Ça roule. C'est pas parfait. Mais on a aussi des questions, des garanties. Aujourd'hui, on s'intéresse par exemple, est-ce qu'il faut les mêmes garanties pour tous les âges ? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez le même besoin que monsieur ou que madame Ça dépend si vous avez des enfants. Quand vous avez des enfants, vous avez besoin d'une grande éducation sans doute. Quand vous n'avez pas d'enfants, la rééducation, ça vous intéresse moins. Quand vous êtes jeune, pas marié, un capital décès, c'est pour vos parents. C'est super. En revanche, de l'incapacité invalidité, ça peut avoir du sens, ou d'autres dispositifs. Donc il y a plein de réflexions qui ont lieu aujourd'hui, qui viennent bouleverser le monde de la prévoyance collective. Et peut-être que demain, et sans doute demain, ça va transpirer sur la fonction publique. Donc comme je vous disais en intro, moi, mon meilleur commercial, c'est le gouvernement qui fait des lois et qui nous oblige à rebattre les cartes, à réanalyser, à retarifer, à reconstruire. Parce que c'est un monde mouvant et c'est plutôt bien, parce que l'assurance doit s'adapter aux personnes et à la société. On pourra faire du cas par cas ? Alors, c'est pas forcément souhaitable. Avec le niveau de garantie aussi ? On peut faire. Alors, honnêtement, on peut faire du cas par cas. Aujourd'hui, on peut. Techniquement. Avec une petite intelligence artificielle, un bon outil, oui, on peut le faire. Mais est-ce que c'est souhaitable ? Le cas par cas, ça voudrait dire que vous connaissez exactement votre risque ? Le mien ? Non, je crois pas. Moi non plus, même. Quoi. Et donc, le cas par cas supposerait qu'on vous fasse une analyse complète de votre risque, qu'on vous enlève certains aléas et qu'on choisisse pour vous. Donc, moi, j'y crois pas trop. Je crois en la segmentation, pas tarifaire, mais plus de la population pour offrir les bonnes garanties. Par rapport aux âges, c'est ça ? Aux âges, aux compositions familiales, etc. Pour avoir quelque chose qui ait du sens. Mais sur des grandes lignes, le cas par cas, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable en fait. Du cas par cas global. Voilà. Par tranche. En fait, c'est partir du cas par cas pour déterminer les grands points communs et ensuite, à partir de ça, construire des choses qui aient du sens. Et puis trouver un bon équilibre aussi entre ce qui est obligatoire et ce qui peut être aussi facultatif. Exactement, parce qu'il y a un socle obligatoire qui doit être le minimum de couverture que vous devez avoir en fait pour vous assurer une certaine continuité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur l'arrêt de travail ou l'invalidité. Si vous n'avez pas ce socle-là, un arrêt, un accident, vous allez au boulot, vous avez un accident de voiture,
un accident fait que vous pouvez vous retrouver à horizon de 3 mois avec la moitié de vos revenus et votre vie, déjà votre vie elle est par terre parce que vous êtes en arrêt et elle est encore plus par terre parce que vous n'avez pas d'argent. Donc ça, c'est le minimum vital. Et après, il faut effectivement déterminer quelles sont les fleurs qu'on peut mettre autour pour améliorer les choses, etc. Il y aura du minimum vital sur la prévention, j'en suis convaincu demain, parce qu'on a ce besoin-là pour vivre mieux, encore une fois, etc. Mais après, oui, on aura aussi du facultatif autour, et c'est nécessaire pour que chacun puisse avoir le choix d'aller un peu plus loin en fonction de ses besoins et en fonction de son appétence au risque, comme on dit, pour reprendre ce terme-là. Le minimum vital sur la prévention, sont les actions que vous mentionniez tout à l'heure? Vous avez peut-être des exemples à nous donner pour qu'il y ait moins d'arrêts? En fait, moi, je suis très adepte des solutions simples. Je ne sais pas si vous connaissez la sédentarité intermittente. En fait, théoriquement, pour votre santé, toutes les demi-heures, vous devriez vous lever. Donc là, on va faire 45 minutes. Ah bah ça fait une demi-heure, donc on peut se lever. On peut se lever. On va faire le petit exercice de préventif. Voilà, on se lève et on bouge, on discute 2 secondes avec son voisin, on bouge un peu et on se rassoit. Rien que ça, c'est au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire, c'est hyper important. Et en fait, c'est là où justement les collectivités ont un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que si vous mettez ça dans le quotidien de vos agents, les gens qui sont dans les bureaux, les gens qui sont assis toute la journée en agence. C'est vrai, 7 heures d'affilée souvent. Voilà, si vous mettez ça dans le quotidien, vous améliorez leur vie. Vous pouvez avoir des choses, par exemple dans la construction d'un bâtiment. Il faut rester debout combien de temps? Ouais, tant que vous voulez. Tant que vous voulez. Bon, on peut se rasseoir au bout d'un minute? Oui, bien sûr. Je vais rester debout, moi, 2 secondes. D'accord, je reste debout aussi. Bon. Dans la construction d'un bâtiment, vous pouvez mettre l'escalier au centre et l'ascenseur un peu plus loin pour pousser les gens à prendre l'escalier. Vous pouvez monter 2-3 étages. Si vous le faites 2 fois par jour, ce sera bon pour vous. Vous pouvez encourager les gens à prendre des mobilités douces du type vélo, aider dans des financements, etc. pour qu'ils prennent un vélo plutôt que prendre les transports en commun ou leur voiture. Et c'est tout des sujets du quotidien. En fait, c'est changer nos habitudes de vie. En fait, le meilleur exemple, c'est on se brosse tous les dents le matin et le soir. C'est un acte de prévention de se brosser les dents. En fait, c'est d'avoir des petites choses comme ça du quotidien qui fonctionnent. Qui deviennent réflexes. Qui deviennent des réflexes. Et rien que faire ça, déjà, le fait de se lever et de discuter 2 secondes, ça fait que vous allez parler à votre voisin. Donc, vous allez vous faire un pote. Le soir, vous allez aller boire un coup. Bon, pas trop, parce que sinon, vous perdez les effets, les bienfaits. Mais vous allez aussi améliorer la vie quotidienne, le relationnel, le psy, ça va jouer aussi. Il y a énormément de choses. Et après, on peut faire plein de choses autour de ça. De toute façon, c'est bénéfique. Exactement. Et effectivement, cette question de prévoyance, on le voit bien, elle n'est pas que technique, elle concerne aussi l'efficacité de la politique des collectivités. C'est vraiment tout un écosystème, j'ai envie de dire. En fait, quand vous travaillez avec une collectivité, vous voyez que la question de l'absentéisme, c'est vraiment un sujet. En fait, il y a des agents absents. Quand vous avez 200, 300, 500 personnes, vous avez toujours un nombre d'agents important qui est en arrêt pour des raisons diverses et variées. La grippe. Et en fait, c'est un problème. Le surmenage aussi. Le surmenage, il y a énormément de raisons. Ouais. Et en fait, avoir des personnes qui sont mieux au travail, qui sont en bonne santé, qui ont des meilleures relations peut-être avec leurs collègues, ça va réduire l'absentéisme et ça va améliorer aussi, ne serait-ce que l'économie, c'est des effets indirects, des bienfaits indirects de la prévention. C'est pas que la santé, c'est aussi l'économie de la collectivité. Donc on va gagner sur plein de sujets. Sur plein de tableaux. Alors on va parler effectivement de la réforme de la prévoyance en santé collective dans un instant à 15h30. Est-ce qu'avant, vous avez, là, dans les couloirs, dans les coulisses, par rapport aux acteurs que vous rencontrez, des choses que vous entendez ici et là? Alors, aujourd'hui, le sujet de demain est plus la prévoyance que la santé sur la fonction publique territoriale. La santé, c'est plus l'État qui s'en est occupé, qui maintenant bascule sur la prévoyance. Qu'est-ce qu'on entend? On entend des acteurs qui doivent se préparer et qui discutent. Là, déjà, la question, c'est la date. C'est quand est-ce que ça va se passer? Donc là, dans les textes, aujourd'hui, c'est plutôt 2029.
La mise en application, La oui. mise en application. Oui. Donc il va falloir se préparer. Donc ça met un petit peu de temps pour se préparer. Mais c'est pour l'instant, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et les textes, ils ne sont pas encore votés. On ne sait pas quand ils seront votés. On espère. On y travaille en tout cas. Donc il y a un flou sur cette date de mise en place. Et puis sur les contours de la réforme. Parce que, en fait, le problème qu'on a souvent avec ces textes-là, c'est qu'on veut pousser un texte pour aller vite. Par exemple, là aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Il y a des changements de gouvernement assez réguliers. Et donc, il faut pousser le texte. Et donc, on a tendance à vouloir le pousser tel qu'il est, un peu vite. Et ce texte, il va avoir des trous. Il va avoir des petits trucs qui ne sont pas bien écrits ou qui laissent des interprétations. Et donc ça, il faut vite s'en emparer pour le gérer avec les ministères ou dans les décrets d'application potentiellement. Parce que sinon, on arrive avec un texte qui n'est pas terrible. En fait, on l'a aujourd'hui. Nous, par exemple, on fait de la labellisation. Donc, je vous disais, on est le premier organisme labellisateur en France. Et aujourd'hui, on pensait que la labellisation, pour nous, il y a un an, on pensait que la labellisation de la prévoyance, ça serait fini. Puisque normalement, au 1er janvier 2026, on devait avoir la prévoyance obligatoire. Et donc, on a de la labellisation de la prévoyance. Et on a devant nous un décret qui a été construit pour de la prévoyance obligatoire. Et qui, sur quelques articles, est injouable pour de la prévoyance facultative. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur des questions d'antisélection, de limites, etc., qu'on peut se permettre de faire quand on a de l'obligatoire, mais qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on a du facultatif. Parce que le facultatif, c'est les gens malades qui peuvent rentrer. Et en fait, ce texte, on est dans un décret aujourd'hui qui avait pour vocation de bien préparer le collectif, s'applique aujourd'hui, parce qu'il a été mis en place. Et en fait, on se retrouve à devoir valider ou invalider des contrats qu'on nous propose en disant qu'ils ne sont pas conformes. Alors qu'au fond de nous, on se dit, mais en fait, s'ils le rendent conforme, ils sont fous. Parce que ça n'a pas de sens. Et donc, on est dans ces situations-là, quand on a ces périodes de flou un peu transitoires, où on a des textes qui ne sont en réalité, qui ne correspondent pas aux besoins, à la réalité technique, Et donc sur la prévoyance, aujourd'hui, on est bien embêté parce qu'on a des discussions un peu tendues avec certains de nos clients en disant on n'a pas le droit de vous l'accepter parce que vous ne respectez pas ça, mais on comprend surtout que vous ne le respectiez pas parce que d'un point de vue de gestion du risque, vous ne pourriez pas le faire. Quels sont les critères de ce label ? En fait, il faut couvrir de l'IJ et de l'invalidité. C'est c'est de l'incapacité et de l'invalidité. Et sur l'incapacité, par exemple, on vous dit il faut le couvrir sans limite. Et aujourd'hui, vous avez dans les collectivités la disponibilité d'office. Donc vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais un fonctionnaire qui est en arrêt, il a de la maladie ordinaire, puis de la longue maladie, puis de la longue durée, et potentiellement, il va se retrouver en disponibilité d'office, en attente d'être positionné en invalidité ou pas. Et cette disponibilité d'office, par des effets de lenteur, par des effets parfois de politique, de collectivités qui peuvent se dire il est mieux là que dans mes murs, elle peut durer, normalement elle est censée durer 1 an renouvelable. Et là, on a des gens en disponibilité d'office qui sont là depuis 7 ans. Et la loi dit, vous devez les couvrir. Parce que dans un contrat collectif, dans la collectivité de la mairie, par exemple, c'est pas trop gênant. On a les autres et on peut dire que c'est de la solidarité. Mais dans un contrat individuel, on n'a pas ce type de solidarité. Et donc, d'autoriser, de couvrir quelqu'un dans ces conditions-là, ça n'a pas de sens. Et ça a toujours été limité dans les contrats. Et aujourd'hui, on dit, non, vous n'avez pas le droit de le limiter. Parce que le décret, il dit que vous n'avez pas le droit de mettre des limites. Vous n'avez pas le droit de sélectionner, vous n'avez pas le droit de mettre de carence au début. Parce qu'un contrat collectif ne sélectionne pas, vous prenez tous les agents. Or, sur du facultatif, j'ai besoin de pouvoir sélectionner ou de mettre des carences au début. Et c'est là où ça devient impossible, en fait, tout simplement. Donc c'est inextricable, là ? Sauf si faut que ça aille vite, quoi. Faut que ça aille vite, parce que nous, on se fait engueuler par nos clients alors qu'on n'y peut rien, quoi. Mais oui, il faut que ça aille vite, et on a dans des discussions ubuesques. En fait, on va conseiller nos clients de ne pas faire, ou de ne pas faire ce qu'on leur dit, quelque part. Donc, c'est... Mais du coup, là, c'est du off, parce que vous ne pouvez pas dire ça facialement, si on leur dit, et du coup, certains vont se retirer du marché, sans doute. On risque on pourrait
demain ne plus avoir de contrat collectif. Et puis vous avez un autre problème, c'est que le contrat, il a de l'incapacité et de l'invalidité, parce que c'est le décret qui le demande, mais ça coûte beaucoup plus cher que le contrat d'avant qui n'avait que l'incapacité qui était obligatoire. Mais demain, on aura une participation, un contrat collectif, etc. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Et donc, on renchérit les contrats si on respecte ça. Mais en fait, pour l'agent, les agents, ils disent ben, « moi, j'en veux pas, à ce prix-là, je ne veux pas y aller ». Donc, on est en train de faire sortir certains agents des contrats de prévoyance pendant la période transitoire. Et nous, on est là... Observateur. Acteur malgré nous, quelque part, de ces éléments-là. Donc la demande, c'est que ça aille vite, qu'on bascule et qu'on mette des dispositions transitoires aussi, en disant qu'est-ce qu'on fait pendant la période, qu'est-ce qu'on autorise pour permettre aux agents de se couvrir, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une forme d'urgence? Clairement. Et puis il y a une urgence, ne serait-ce que pour les agents, pour qu'ils soient couverts. C'est pas normal, quelque part, d'avoir la fonction publique qui soit moins bien couverte que les salariés du privé. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Merci beaucoup, David. On peut vous applaudir. Et on va continuer justement à parler de tout ça dans un petit quart d'heure avec toute une grande partie de l'écosystème. Merci beaucoup. Merci.